Alors je me présente, je m'appelle Fabien Miro. Ça fait 6 ans que je suis développeur iOS et ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille chez Xebia. Et moi, c'est Arnaud Pirouel. Je suis développeur Java depuis 8 ans maintenant et ça fait 2 ans que je fais de l'Android chez Xebia. Notre présentation va se dérouler de la manière suivante. Avant de vous parler des plateformes Android TV et Apple TV, on va voir finalement ce qu'on avait avant. Vous imaginez bien qu'on n'a pas tout de suite démarré avec ces 2 plateformes-là. Donc on va voir rapidement ce par quoi on est passé. Donc ensuite une rapide présentation des différentes plateformes, suivie de quelques remarques sur le design qu'on a pu déjà remarquer par rapport à nos différentes applications qu'on a été amenés à réaliser. Nous verrons ensuite un peu plus évidemment le développement d'applications pures. Et nous finirons par répondre à une question que pas mal de gens doivent se poser, de savoir si oui ou non ces plateformes sont durables. Mais tout d'abord, donc, un retour en arrière. On va revenir en 1976 où on avait ça. Alors voilà, c'était la première source d'information qu'on pouvait obtenir lorsqu'on était sur une chaîne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le télétexte. On peut voir beaucoup de couleurs, beaucoup trop de couleurs en tout cas, des informations alors diverses qui étaient intéressantes. On pouvait avoir entre autres la météo avec des images en HD, quelque chose de très très... Alors on faisait avec les moyens du bord, mais on voit bien effectivement qu'actuellement c'est plus du tout quelque chose qu'on pourrait envisager d'avoir. En 83, il y a eu un autre service un peu moins connu qui s'appelle Homelink. Alors c'était essentiellement destiné en Angleterre. C'était un service qui permettait d'effectuer des virements et des paiements depuis sa télévision. Quand on voit sur l'image le public visé, je pense qu'il y a eu quelque chose de loupé. Clairement, c'est un peu trop avant-gardiste. On n'est même pas à l'avènement d'Internet, on est loin de tout ça. Donc du coup, c'est un service qui n'a pas marché. Et du coup, je vais laisser d'ailleurs Arnaud répondre à cette question. C'est pourquoi ces services sont fermés, en tout cas en France. Alors pour répondre à cette question, c'est assez simple en fait. On va se rendre compte que déjà, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, une minorité de personnes étaient concernées par ces services. Déjà, tout le monde n'avait pas forcément envie de faire un paiement via sa télévision. Ensuite, les interfaces sont toujours très attrayantes, comme on l'a vu avec de la HD. Encore une fois, avoir des images façon arc-en-ciel sur son téléviseur pour avoir juste une information basique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et surtout, à notre époque, on a beaucoup de solutions alternatives qui permettent d'avoir une meilleure utilisation, en tout cas, des services. On pense notamment à tout ce qui est player et streamer. Donc, c'est des objets qu'on va retrouver plus facilement, qui sont grand public maintenant. On a les box, donc tout ce qui est fournisseur d'accès à Internet, Numéricable, SFR, ils ont tous leurs solutions et elles marchent plutôt bien. Tout le monde les utilise et on en a une quasiment dans chaque foyer français. Et on a les télévisions connectées. Donc les télévisions connectées sont propres à chaque constructeur. C'est pas forcément quelque chose qui est pratique pour un développeur de devoir développer sur une dizaine de plateformes différentes. C'est très peu utilisé en tout cas par le grand public directement sur sa télévision. Il y a quelques cas. Après, voir du Facebook sur sa télé, je suis pas sûr que ça concerne vraiment tout le monde et que ça soit très attrayant. Mais en tout cas, il y a des solutions proposées par les constructeurs et ça a eu plus ou moins de succès. Donc on va parler des différentes plateformes. Donc moi je vais m'occuper de la partie Android TV et Fabien de la partie tvOS. On va commencer tout de suite par la partie Android TV. Donc Android TV, c'est une plateforme open source faite par Google. Elle s'appuie sur la solution Android qui est utilisée sur vos smartphones, sur vos tablettes, etc. Le principe de base, c'est de proposer un système qui peut être déployé sur des players, donc des objets comme on l'a vu tout à l'heure, ou directement dans des télés connectées. Pour montrer des exemples concrets, Google a démarré son propre produit, donc ils ont créé leur petit Nexus Player. C'est le premier player Android TV, c'est le plus simple, on va dire le moins cher du marché en tout cas en ce moment. Et on peut voir que les caractéristiques sont vraiment très basiques. On a quelque chose qui est moins performant que votre propre smartphone. Donc c'est vraiment conçu pour montrer que ça peut marcher, que le principe est viable. Et en tout cas, c'est le premier produit fait par Google et c'est sûrement l'un des derniers que Google fera dans ce sens-là. Le but n'est pas pour Google de produire un produit, mais plutôt de faire vivre sa plateforme. Il est conçu pour le streaming. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais on a arrêté depuis quelques années maintenant de télécharger du contenu. Et une fois qu'on télécharge le contenu, on le regarde, c'est fini. Maintenant, on est allé en 2016. On va directement aller chercher le contenu là où il est, donc YouTube, les chaînes de streaming, etc. Et on ne téléchargera plus un fichier. Et le vrai atout de cet objet, c'est son prix raisonnable. Là, on est sur un produit qui est aux alentours de $150 maximum. Ça permet d'avoir directement un produit qui utilise Android TV, qui fonctionne et qui permet d'utiliser la plateforme Android TV.
Je l'ai dit tout à l'heure, Android TV, c'est pas uniquement un objet fait par Google, c'est aussi une plateforme open source. Et on a déjà des constructeurs qui ont commencé à l'intégrer dans leurs propres produits. Donc là, par exemple, on a Sharp et Sony qui ont commencé à l'intégrer dans les télévisions. Il y en a d'autres. Ça a été les premiers en tout cas qui l'ont fait. On va retrouver ces deux produits-là qui sont on va dire des consoles de jeux. Donc c'est des plateformes Android TV, mais plus orientées gaming avec des performances un peu plus accrues pour voir des jeux un peu plus puissants. Et surtout, c'est là où on va trouver quelque chose d'intéressant dans la plateforme Android TV. Ça commence à être déployé chez monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire dans les box Internet. Là, on a le cas par exemple de Freebox et de Bbox qui ont intégré ça dans leur boîte qui permet de faire de la télévision en ligne. C'est le système principal, il n'y en a pas d'autres. Ça permet d'avoir accès aux applications du Play Store, mais aussi toutes les applications fournies par le constructeur. Alors avoir un device, c'est bien, pouvoir le contrôler, c'est mieux. Donc forcément, il faut une télécommande. Ça marche bien quand on est sur télé, ça a été éprouvé. Donc ils ont continué à utiliser ce principe-là. La télécommande est très simple, on peut le voir, il y a 5-6 boutons. On va retrouver une croix directionnelle qui permet de naviguer dans l'application. Et surtout un micro intégré. On va éviter d'avoir de la sélection, on va plutôt avoir tendance à parler à son téléviseur. Alors ça peut paraître un peu bizarre, un peu choquant, mais on va éviter de saisir du texte avec un clavier, on va plutôt parler à la télécommande et c'est la télé qui va comprendre ce qu'on veut et afficher le contenu en conséquence. La vraie force de la plateforme Android, en tout cas pour moi et pour les quelques personnes avec qui j'en ai parlé, c'est les Play Services. Les Play Services, c'est tous les services, on va dire la galaxie des services fournis par Google. Donc là, on voit par exemple le Play Store avec les Play Services. On a aussi la partie télé et film, la musique, les jeux. On a deux services qui sortent un peu du lot, qui sont les livres et les newspapers. C'est les deux seuls services qu'on ne pourra pas utiliser, ou en tout cas qui n'ont aucun sens sur une plateforme Android TV. Je vois mal quelqu'un lire un livre entier de 500 pages sur sur son téléviseur. Déjà, il va s'abîmer les yeux et surtout, c'est pas forcément l'intérêt premier d'une télévision de lire du contenu textuel. Donc maintenant, je vais laisser Fabien continuer avec la partie Apple. Alors, concernant l'Apple TV, on va également voir un peu les caractéristiques rapidement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc un processeur A8 dedans. Sans rentrer dans les détails, c'est l'équivalent de ce que vous trouvez dans un iPhone 6 ou dans un iPad mini 4. Donc, il y a 2 Go de RAM dedans. Et il existe deux versions, donc une version 32 Go, une version 64 Go, même si on verra un peu plus tard que la version 64 Go n'a en tout cas pour moi que très peu d'intérêt. On pourrait décrire l'Apple TV comme étant tout simplement une sorte d'iPhone ou d'iPad dans un petit boîtier qui finalement va vous permettre d'afficher du contenu sur un écran externe. Et ce qui est important à noter, c'est que c'est évidemment compatible avec tous les téléviseurs. À l'inverse de l'Android TV présenté tout à l'heure, l'Apple TV est aussi une console de jeu à part entière. On n'y pense pas forcément. Ici, j'ai pris comme exemple Transistor. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est présent à la fois sur PS4, sur Steam et sur beaucoup de plateformes. Ce qui montre bien que l'Apple TV est considérée vraiment comme une console de jeu à part entière. En tout cas, les développeurs s'y intéressent vraiment. On a d'autres jeux un peu plus gourmands. Là, ici, c'est Geometry Wars 3. On voit beaucoup de particules, beaucoup d'effets qui sont présents. Et en tout cas, le boîtier le gère plutôt bien. On peut même aller un peu plus loin avec des jeux comme celui-ci qui présente finalement un jeu de voiture avec des collisions et ce genre de détails. Alors, il ne faut pas s'attendre à faire tourner les derniers jeux les plus gourmands, ça c'est évident. Mais pour des cas plus simples, on peut vraiment penser à cette plateforme en tant que telle. J'ai parlé tout à l'heure d'une télé, donc évidemment pour afficher le contenu. Évidemment, comme sur Android TV, on a une télécommande pour pouvoir interagir. Cette télécommande possède une zone tactile qu'on voit sur la partie haute. Cette zone tactile donc, permet d'effectuer des sélections ou des mouvements sur l'interface sur laquelle on est. Et également, on a tout en haut un petit micro pour parler à sa télécommande et lui demander finalement d'effectuer des recherches ou autres. L'une des grandes forces aussi de l'Apple TV, c'est l'App Store. Alors de ce côté-là, Apple n'a rien inventé. Sur iOS, c'était déjà le cas. C'est ce qui a fait que la plateforme a très bien marché. Donc sur Apple TV, c'est pareil. Ils ont recréé un store qui propose finalement l'ensemble des applications répertoriées par catégorie. Et lors de la dernière keynote, ils ont annoncé avoir déjà plus de 8000 applications dans le store, ce qui montre vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer à ce niveau-là. Pour vous donner une petite idée, je me suis amusé à avoir un petit graphique avec les différentes ventes de players. Alors c'est aux États-Unis. Là, on va prendre 2014, donc c'est avant l'Apple TV que je vous ai présenté, où on voit très clairement que Roku était le leader sur le marché. On avait Google et Amazon qui se partageaient un peu le reste, et Apple TV plus tous les autres qui étaient finalement un peu à la traîne. Et en 2015, il y a quelque chose qui a un petit peu changé. Donc Roku a essentiellement perdu
une bonne partie de ce qu'ils avaient pu vendre en 2014. Google et Amazon ont récupéré aussi une partie justement de tout ça. Mais l'Apple TV aussi s'est bien vendu. Ce qui montre effectivement que, en tout cas, l'Apple TV, par cette nouvelle version, semble s'être mieux vendu. À noter qu'en pour 2016, Apple a annoncé vouloir vendre 20 millions d'Apple TV. Donc on ne sait pas s'ils y arriveront. En tout cas, s'ils y arrivent, ça commence à donner un parc d'utilisateurs vraiment, vraiment très grand. Et du coup, c'est de tout ce constat qu'Arnaud et moi avons eu envie de créer l'application Xebia TV. Alors, qu'est-ce que c'est que Xebia TV? C'est un portail d'accès qui va permettre finalement à n'importe qui télécharge l'application d'accéder aux vidéos filmées par les Xebians. Il faut savoir que la majorité des consultants donc, chez Xebia sont régulièrement dans des conférences et sont filmés. Et du coup, l'idée était vraiment de pouvoir revoir sa vidéo directement sur son canapé. Donc si vous avez les deux versions de l'application, Android TV et tvOS, alors elles étaient dispo à l'atelier que je pense peu de gens ont trouvé, hélas, mais si vous voulez les voir après, vous pourrez monter et elles sont en libre service. Je vais maintenant laisser Arnaud vous parler de la partie design. Donc la partie design, on va commencer de manière un peu générale, cross-platform, donc Android et Apple. On va retrouver des idées assez génériques et qui vont revenir assez souvent. La première idée, c'est de ne pas penser une application télé comme une version grand format d'une application tablette. On a tendance à se dire c'est à peu près le même format, on est sur du 16/9 à peu près, c'est juste une version plus grande d'une tablette, c'est pas le cas. On n'utilise pas une télé comme on utilise une tablette au final, on n'a pas les mêmes interactions, on n'a pas le même rendu sur une version télé, on n'a pas les mêmes interactions. Les interactions doivent faire partie du quotidien d'un utilisateur. On utilise une télé quasiment de manière quotidienne. Les utilisateurs ont des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut faire avec, il faut les prendre en compte et surtout faire une application qui réponde à un besoin. L'application est centrée autour de l'utilisateur. On ne fait pas une application forcément pour se promouvoir, mais par contre pour vraiment répondre à un besoin utilisateur. Si le besoin n'existe pas, c'est à nous de le créer. Ici, on a le cas par exemple de Molotov. Donc Molotov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service en ligne qui permet d'avoir accès à des flux vidéo des chaînes, donc toutes les chaînes TNT et certaines chaînes du câble, qui ont fait leur application. Donc pour l'instant, uniquement disponible sur Apple, bientôt disponible pour Android. Et pardon. Eh ben parfait, ça tombe pile. Donc l'application Android est disponible aujourd'hui et du coup ils vont proposer une plus-value par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec les chaînes TNT classiques, c'est-à-dire des informations liées à ce qu'on est en train de regarder. Là on peut voir par exemple qu'ici on va avoir l'affiche du film, on va avoir les informations comme le réalisateur, etc. Et c'est quelque chose qui pourrait intéresser l'utilisateur et ça apporte une vraie plus-value au niveau du média. On a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, par exemple, on a Papa John's. Alors, pour ceux qui ont bien mangé à midi, ça ne va pas trop vous parler. Pour les autres, en gros, c'est quelque chose qui est assez rare. Mais en tout cas, Papa John's a décidé de permettre aux utilisateurs d'acheter des pizzas plutôt directement sur leur télé. Donc, on est entre amis, on a une petite fringale. Et ben, on va aller allumer l'application et directement sur sa télé, on pourra voir les images de la pizza qu'on va commander en ligne et directement recevoir sa pizza directement chez soi. On l'a dit un peu tout à l'heure, mais une télévision n'est pas une tablette et une des choses à prendre en compte, c'est le recul utilisateur. On n'est pas devant une tablette comme on est devant un téléviseur, on est souvent plus éloigné, donc il faut gérer l'affichage pour que ça soit quelque chose d'intéressant pour l'utilisateur et qu'il n'ait pas mal aux yeux à regarder. Il faut penser convivialité. On est souvent à plusieurs à regarder la télévision. C'est important que les images qu'on va regarder nous donnent envie. Il faut donner envie à l'utilisateur de continuer à utiliser l'appli, de consommer du média, d'utiliser l'application. Et une des règles principales des applications, c'est d'avoir un design homogène entre les applis. Donc entre les applications d'une même marque, c'est-à-dire que l'utilisateur arrive à retrouver à peu près ses idées en utilisant une application smartphone ou une application télé, mais aussi un design homogène entre les applications d'une même plateforme. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui passe d'une application à l'autre sur sa télévision doit pouvoir retrouver ses habitudes en termes d'utilisation, en termes de design, etc. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais il faut miser sur l'intuition utilisateur. Il ne faut pas que l'application explique comment l'utilisateur doit l'utiliser. C'est l'utilisateur qui doit pouvoir comprendre d'un premier coup d'œil, en prenant la télécommande, comment l'utiliser. Ça passe par des choses toutes simples, mais le fait de proposer des écrans qui se ressemblent d'une application à l'autre va aider l'utilisateur à comprendre. Il faut favoriser les commandes vocales.
Pour ceux qui ont déjà utilisé une télécommande, c'est compliqué d'appuyer plein de fois sur la même touche pour avoir à se déplacer dans une application. Donc le fait de parler à sa télévision va permettre à l'utilisateur de pouvoir avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités beaucoup plus simplement. Il faut permettre à l'utilisateur de se connecter à des services de manière simplifiée. Encore une fois, c'est lié à l'utilisation de la télécommande. On ne va pas lui demander de saisir un email qui est souvent très long, très compliqué à écrire, avec une télécommande et simplement une croix directionnelle. Donc l'idée, c'est d'avoir des informations un peu plus intelligentes, éviter la saisie de texte, proposer du partage de tokens de connexion. Donc par exemple, pour la partie iOS, ça va être proposer l'utilisation du keychain dans iCloud. Donc la connexion est réalisée sur un ordinateur et propagée directement sur l'Apple TV. Et sinon, si on veut faire les choses nous-mêmes, on peut utiliser des services tierces comme Digits de Fabric qui permettent d'un simple geste, on va dire, de connecter un utilisateur. Ces services sont tout simples, c'est-à-dire que la première fois qu'on va lancer une application, on va afficher à l'utilisateur un code PIN. Donc là, c'est 1, 2, 3 SD, c'est quelque chose de très simple, c'est souvent très court et format numérique la plupart du temps. Et pour se connecter, il va devoir aller sur le service sur lequel il veut se connecter depuis son smartphone, depuis son ordinateur, se connecter au service avec son compte habituel et rentrer le code PIN. Et la connexion va se propager automatiquement sur son téléviseur et il aura accès aux mêmes fonctionnalités que sur son application classique. Donc on va partir sur la partie un peu spécifique Android. On va parler de manière générale, mais on a 2 résolutions à gérer quand on fait de l'Android TV. C'est les résolutions les plus classiques sur un téléviseur, c'est-à-dire le 720p et le 1080p. Si jamais le téléviseur ne répond pas à une de ces résolutions, c'est directement lui qui va faire de l'upscale ou du downscale pour ajuster la qualité d'image en fonction de sa propre résolution. On ne gère pas de comptes multiples. Ça peut paraître bizarre, mais on a accès à un seul compte utilisateur qui est le compte Google sur Android TV et le compte Apple sur tvOS. À partir de ce compte, par contre, on est capable, dans l'application, de gérer d'autres comptes. C'est ce que fait par exemple Netflix, qui permet de se connecter à un compte Netflix et dans le compte Netflix d'avoir accès à plusieurs profils. On ne fait pas d'animation inutile. On a tendance sur la partie mobile, un peu plus sur la partie iOS qu'Android, puisque c'est ce qui fait la différence en partie en termes de design. Mais les animations sur une télé ne sont pas des animations sur smartphone. Un smartphone a un écran très petit. On va avoir tendance à faire des choses un peu jolies qui vont changer un peu l'ordinaire de l'utilisateur. Sur une télévision, c'est différent. On a souvent des écrans qui font presque 1 mètre de large ou de diagonale. Faire une animation, ça prend beaucoup de temps, ça prend de la puissance et surtout, ça va gêner l'utilisateur de voir un élément se déplacer sur son écran de manière transparente. Google propose par défaut 4 templates de base. On les verra un peu plus en détail juste après, mais ces templates sont fournis dans la librairie de support fournie par Google. C'est les templates les plus fréquemment utilisés sur une application de télé et c'est ceux que Google recommande d'utiliser au quotidien. Donc le premier, c'est l'application Catalogue. Alors ici, c'est l'application Google Play Vidéo qui permet d'avoir accès à des films et des séries. Donc on va retrouver sur la partie gauche toutes les catégories disponibles sur le store vidéo. Et ensuite, on va avoir pour chaque catégorie un listing des films et séries disponibles directement. Il faut quelque chose de très visuel, quelque chose qui tape un peu à l'œil de l'utilisateur, qui lui donne envie. La plupart du temps, on met l'affiche du film, par exemple, de disponible dans le listing. Et sur l'écran derrière, on va avoir tendance à proposer un contenu qui donne envie, des captures du film, des captures du jeu, etc. Le deuxième template est celui du détail, donc un film totalement au hasard. Star Wars, on va avoir l'affiche du film ici. Comme je le disais tout à l'heure, en fond, on va retrouver une image du film. Encore une fois, c'est pour donner à l'utilisateur envie de regarder le film, lui donner des détails. La plupart du temps, c'est animé. On voit des changements d'image pour pouvoir avoir accès à plus d'informations. On a une première ligne ici qui va correspondre à des actions qu'on va avoir avec l'objet qu'on est en train de regarder. Donc, avoir accès à la bande-annonce, pouvoir directement précommander ou acheter le film si c'est de l'achat de vidéo, l'ajouter à des playlists, etc. Et le dessous va être consacré à tout le détail de l'objet. Donc ça va être le détail du film, le titre, la description, toutes les infos liées aux acteurs, etc. On ne le voit pas sur cette capture d'écran, mais la plupart du temps, en dessous de ce détail, on va avoir accès à des objets liés à celui qu'on est en train de regarder. Donc par exemple, on pourrait avoir accès à la liste des différents Star Wars juste en dessous pour pouvoir aller naviguer de plus en plus loin au niveau du film. Troisième écran, c'est celui de recherche. Alors là, on est dans l'écran de recherche, encore une fois, des films, où de manière vocale, on a dit qu'on voulait tous les films de super-héros. Donc le contenu de l'application va nous afficher tous les films et les séries correspondant à notre critère de recherche. Cet écran est intégré directement dans l'application, mais on a exactement le même écran sur la page d'accueil de Android TV.
La différence entre les deux, c'est que quand on est dans l'application, le contenu recherché sera uniquement celui de l'application. Si on est sur celui de la page d'accueil d'Android, ça sera le contenu global à l'ensemble des applications. Dernier écran, on va dire principaux de Android TV, c'est celui du player. Forcément, on est sur une télé, on va avoir tendance à consulter du média, que ça soit audio, vidéo, il faut forcément un player pour le lire, pour pouvoir naviguer dedans, etc. Donc c'est le player fourni par défaut par la librairie de service et fonctionne très bien avec des actions basiques et c'est à nous de gérer ensuite chaque action pour pouvoir avoir un comportement bien défini. On en a parlé tout à l'heure, mais on a des templates basiques, mais on a aussi des templates cachés. Alors les templates cachés, c'est des templates qui existent dans le SDK Android, mais qui ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil, qui ont plus des fonctionnements un peu spécifiques en fonction de l'application et qui ne correspondent pas forcément à un usage bien générique. On a des designs innovants. Ça ne se voit pas trop sur les captures que j'ai mis, mais en tout cas, les designs sont souvent innovants et vont permettre d'avoir à l'utilisateur un rendu vraiment propre du contenu qu'il va consulter. L'idée principale, c'est surtout de dépasser les recommandations. Alors, on a tendance à dire de respecter les guidelines, les bonnes pratiques, etc. Ce n'est pas toujours vrai. Il faut essayer de dépasser ce que propose, dans ce cas-là, Google, trouver des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux usages, et potentiellement, ces usages vont remonter et être intégrés directement par Google. C'est le cas par exemple ici, donc là c'est un des templates qui est caché, on va dire, qui est une grille qui correspond à la même capture que tout à l'heure avec les catégories, sauf qu'on a masqué la liste des catégories et qui permet de détailler une seule catégorie mais de manière un peu plus visible, où on va détailler vraiment chaque item avec une image et pouvoir descendre de manière verticale à l'intérieur. Je vais prendre l'exemple suivant qui est Plex. Alors Plex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un media player gratuit, en tout cas la partie serveur, qui permet d'avoir accès à ces médias, on va dire locaux, de manière très simple et de manière visuelle. Eux, ils se sont dit, on propose nos films, nos séries directement, mais on aimerait que l'utilisateur ait une plus-value par rapport à ça. Et c'est ce qu'ils font avec cet écran, c'est-à-dire que quand on finit un épisode de série télé, un film, etc., il va nous proposer directement un contenu proche de ce qu'on vient de regarder. Donc là, par exemple, il va nous proposer l'épisode suivant avec un timer et le lancer automatiquement. On va avoir accès sur le côté à la description, etc. On a la possibilité de revoir ce qu'on vient de voir à l'instant ou alors d'arrêter directement le visionnage. Donc c'est ce que je dis, il faut essayer de dépasser les templates et essayer d'aller un peu plus loin que ce qui est proposé par défaut. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Fabien. Nous, on a créé Xebia TV en se basant sur tous ces principes, donc le respect des templates et des guidelines proposés par Google. Pour l'instant, on n'a pas eu le besoin de dépasser ces templates, mais en tout cas, avec les quelques templates fournis de base, on a réussi à couvrir l'intégralité du scope qu'on voulait mettre, en tout cas dans la première version de l'application. Et ça nous a permis de faire des choses très rapidement. Donc là, c'est l'écran, par exemple, principal avec la liste des catégories. Pour chaque catégorie, on va avoir une liste d'éléments et on pourra directement avoir accès à ce contenu en cliquant dessus. Quand on sélectionnera un item, on a accès de la même manière que sur les écrans que j'ai montrés tout à l'heure à une capture ici, une liste d'actions et une description. Là, encore une fois, on est sur quelque chose de très basique, mais l'idée, c'est de proposer vraiment du contenu média et donner envie à l'utilisateur. Le dernier élément qu'on a dû utiliser, c'est celui du player, donc un écran tout simple où on va avoir encore une fois la vidéo en fond qui prend tout l'écran, le titre plus une petite information et le player sur lequel on peut ajouter autant d'actions qu'on aura besoin. Et je laisse Fabien continuer sur la partie tvOS. Alors, sur tvOS, déjà, il y a pas mal de choses qui diffèrent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. La première, c'est qu'on n'a qu'une seule résolution à gérer. Néanmoins, il faut tout de suite penser son interface comme étant responsive, entre guillemets. C'est-à-dire que si demain, Apple sort un boîtier 4K, ce serait dommage d'avoir à refaire toute l'application. Donc, autant utiliser directement tout ce qui est auto-layout pour prévoir éventuellement ça dans le futur. On n'a pas de template, ça c'est la grosse différence avec Android TV. En développement natif, donc aucun template, ce qui fait qu'on est totalement libre de faire ce qu'on a envie. Et du coup, les seules limites qu'on a finalement, c'est son imagination. Ici, j'ai juste la petite vidéo d'intro de l'application Airbnb qui pour moi est une référence. On va voir très rapidement les différents écrans qui sont proposés et en quoi elle est innovante par rapport à des choses qu'on pourrait avoir l'habitude de voir. Donc, Très rapidement, on voit déjà qu'il y a très peu de contenu finalement proposé, d'un point de vue textuel en tout cas, et on a quelque chose qui va nous permettre d'être le plus possible dans l'application et qui du coup rend l'ensemble vraiment très immersif. Pour vous donner un comparatif du coup,
Ici, justement, on a l'application à côté de la version web et de la version mobile. On voit vraiment que l'accent a été mis sur l'image qui est affichée, avec juste la personne qui propose ce bien, ainsi que le prix et quand même un petit titre. L'idée, évidemment, comme je le disais, d'être vraiment quasiment chez la personne. Pour vraiment être en situation, voilà, je suis dans mon canapé et je consulte. Bon, bah là, c'est une maison, enfin, a priori une chambre en tout cas, qui m'est proposée sur l'application. On a déjà l'impression d'avoir les pieds dedans, ce qui évidemment peut pousser la personne qui consulte à franchir le cap et à du coup commander ce bien-là. Sur tvOS, on a autre chose qui peut paraître gadget, c'est des icônes avec parallaxe. Alors je dis qu'il peut paraître gadget, parce qu'en réalité, ça permet à l'utilisateur de jouer, avant même d'être dans l'application, avec l'icône. Donc c'est un petit plus, c'est pas grand-chose, mais comme c'est facile à faire, ce serait dommage de s'en priver. Et surtout, c'est quelque chose qui est disponible aussi pour les images à l'intérieur de votre application. Alors c'est pas juste en mettant une image, évidemment, il faut la penser, la travailler un petit peu pour que l'effet soit possible, mais c'est quelque chose qu'on peut effectivement mettre au sein de son application. Et donc là, je rejoins ce que disait tout à l'heure aussi Arnaud sur le contexte multi-utilisateur. Là, on va voir tout de suite, donc ça c'est Netflix, qui dès l'écran d'accueil vous propose finalement de choisir le compte que vous souhaitez utiliser pour accéder aux vidéos, puisqu'évidemment, selon la limite d'âge, vous n'aurez pas forcément les mêmes films proposés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas forcément sur smartphone, donc il faut vraiment y penser selon les besoins en tout cas. Je reviens rapidement sur la partie parallaxe. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je disais que c'était très facile à mettre en place. On le voit, il y a 6 calques pour l'icône d'Apple. Donc, plus vous aurez de calques, plus l'effet sera normalement, en tout cas réaliste, et on verra vraiment cet effet de profondeur. Donc, ne pas hésiter à le faire. L'autre point primordial sur tvOS, c'est le flou. Le flou, il y en a partout. Là, je vais vous donner comme exemple, là, c'est l'écran des films proposés par Apple. Donc, sur toute la partie haute, vous avez le film en surbrillance, donc ici Astérix, qui est repris et qui est flouté pour donner toute la partie flou du haut. Et le bas est le flou finalement de l'application, le background qui est flouté. Résultat, on a finalement que le contenu important qui est mis en net par-dessus. Et c'est pas les seuls. Ici, par exemple, j'ai donc Infuse, c'est l'équivalent de Plex, dont parlait tout à l'heure Arnaud, où là, ils ont carrément pris une image du film qu'ils ont flouté et qu'ils ont mis en fond, et par-dessus, on a finalement que le contenu qui nous intéresse, qui est laissé net. Le dernier point, même si on est libre, c'est que l'ensemble des applications qu'on a pu en tout cas tester sur tvOS et qui proposent de la vidéo ont un point commun. C'est une ergonomie qui est vraiment qu'on retrouve quasiment à chaque fois. Donc l'ergonomie est la suivante. Donc ici c'est l'exemple du Lu. C'est des catégories sur lesquelles on va scroller verticalement. Et pour chacune de ces catégories, on va pouvoir scroller horizontalement sur l'ensemble des vidéos disponibles. On a également la même chose sur Netflix. Et si on pousse un petit peu, ici c'est une application qui propose des recettes de cuisine. Alors il y a des vidéos et pas que, mais pourtant ils ont quand même gardé cette ergonomie qui finalement se détache. Du coup, sur Xebia TV, on a repris la même chose. Les catégories pour les différentes vidéos proposées et évidemment les vidéos qu'on peut scroller horizontalement. Sur la partie détail, là on a du flou à peu près partout, sauf le contenu que l'on souhaite afficher qui lui reste net. Et enfin, donc là le player vidéo, là on arrive quelque part sur un gabarit qui est à peu près, qui est déjà préformaté, dans lequel finalement donc on a notre player vidéo, la possibilité d'avoir les informations sur le média en cours de lecture qu'on retrouve en haut. Et ici, il n'y a pas eu besoin, mais on a la possibilité d'avoir un calque overlay sur lequel on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut, notamment des informations supplémentaires si on désire. Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud qui va vous parler du développement Android TV. Alors Android TV, quand on commence à développer, au final, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui remontent assez rapidement. La première, c'est de ne jamais couper un média lorsque l'utilisateur est en train de l'utiliser et qu'il utilise sa télécommande. Ça peut être très rapide d'appuyer sur une touche, de faire un retour arrière. L'utilisateur ne doit pas s'apercevoir que l'application va couper le flux vidéo ou le flux d'image, mais plutôt va le passer en background pour continuer à lire le média et proposer une information supplémentaire à l'utilisateur. La deuxième chose, c'est d'avoir une approche différente, c'est-à-dire pas de notification comme on pourrait l'avoir sur une tablette ou un smartphone, en tout cas pour l'instant. Pas de contenu textuel, on ne va pas afficher du texte, je le disais tout à l'heure pour les livres, mais c'est la même chose. On n'affiche pas de texte, en tout cas de manière très importante sur un écran. Pas de navigateur web disponible, c'est quelque chose qu'on fait souvent sur des applications mobiles, tablettes et smartphones, d'afficher une WebView avec une page statique HTML, d'afficher une partie d'une application web qu'on n'a pas encore passée en version native directement sous forme d'une WebView. On ne peut pas le faire sur télé, le composant existe puisqu'il est dans le SDK mais n'est pas disponible en tout cas à l'utilisation.
Le dernier point qui est l'un des plus importants, c'est une taille d'application et de stockage limitée. J'en ai parlé tout à l'heure, mais les appareils sont très petits. On est sur un Android TV qui a à peu près 8 Go d'espace de stockage, donc on se voit bien de ne pas télécharger un film qui fait déjà 40 Go pour pouvoir le regarder plus tard. C'est pour ça qu'on fait du streaming. C'est quelque chose de très important à prendre en compte et il est indispensable d'optimiser tout ce qui est images, assets, etc. pour que l'application soit la plus légère possible et permette à l'utilisateur d'avoir plusieurs applications sur son Android TV sans avoir à chaque fois à supprimer d'autres applications. Une idée importante, c'est de mutualiser les applications entre télé, tablette et smartphone. On pourrait penser qu'il est plus intéressant de faire une application télé séparée d'une application smartphone. Personnellement, je me suis aperçu qu'une application qui était sur une version smartphone et télé en même temps disposait d'une plus grande visibilité pour l'utilisateur. Déjà au niveau du store, on va partager la même fiche de description, les mêmes ratings, donc un utilisateur pourra voter pour l'application télé et l'application smartphone, et au final, l'application va avoir tendance à remonter plus facilement au niveau des notes. Il ne faut pas chercher à aller trop loin. L'idée, c'est d'avoir une application très simple, que l'utilisateur comprenne du premier coup d'œil, et de ne pas chercher à faire trop compliqué. On ne fait une application télé que si c'est nécessaire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, on reviendra dessus plus tard, mais ça ne sert à rien d'essayer de faire une application télé pour dire on a une application télé si personne n'en a besoin et si ça ne répond pas à un besoin utilisateur. Il faut rester simple. Les écrans doivent être le plus simple possible, les interactions le plus simple possible et faire quelque chose de simple et efficace. Et surtout, il est interdit, même si c'est marqué nulle part, d'utiliser des designs autres que des designs télé. On n'affiche pas un écran smartphone ou un écran tablette directement sur la télé, même si techniquement c'est possible. On se rend compte que l'utilisateur va avoir tendance à être un peu rebuté par ces écrans qui n'ont rien à voir avec une télévision, et il vaut mieux éviter. On va parler un peu plus vraiment de développement. Donc, comment on développe une première approche quand on fait de l'Android TV ? De l'Android TV, c'est fait en Java, Kotlin ou le langage que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites de l'Android. Il n'y a aucun changement. On va intégrer la librairie de support Learnback, donc c'est celle qui est fournie par Google, qui intègre directement tous les templates, toutes les interactions possibles. Et on va utiliser directement le même IDE, c'est-à-dire Android Studio, de la même manière qu'on le fait pour un développement mobile classique. Donc qu'est-ce qui change vraiment pour un développeur mobile ? La réponse est simple, c'est rien du tout. Alors rien presque, il y a une ligne qui va changer. Donc là, on est en train de montrer un extrait du manifeste donc qui permet de décrire les différents écrans d'une application mobile. Et la petite ligne en rouge juste ici va être remplacée par celle-là. Donc c'est un changement énorme, je vous l'accorde. Au final, ce n'est pas tout à fait vrai, on verra quand même qu'il y a quelques petites différences, mais c'est quasiment les seules différences. Et ce changement est uniquement là pour faire en sorte que la télévision affiche l'icône sur la page d'accueil directement. Alors côté tvOS, c'est pas du tout la même chose. Ça va être un petit peu plus compliqué d'ailleurs. La première chose à savoir, c'est que tvOS est basé sur iOS. Donc de ce côté-là, on retrouve rapidement nos marques. Et on a la possibilité de développer du coup en Objective-C ou Swift. Donc tous les développeurs iOS du coup peuvent se mettre dessus. Et il y a un petit plus, c'est qu'on a également la possibilité de développer en tvMLJS. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Dernière étape, c'est pour tout ce qui va être la partie graphique et qu'on a l'habitude finalement d'utiliser, c'est Xcode, donc le logiciel que tous les développeurs iOS utilisent. Donc de ce côté-là, on retrouve rapidement nos marques. Comme je le disais tout à l'heure, donc on a des composants en fait, finalement, qui sont ajoutés avec la plateforme. Donc c'est des boutons qu'on avait finalement aussi sur iOS, mais qui ont été redesignés pour la plateforme tvOS. Et c'est important de les utiliser puisque typiquement, comme je le disais, il y a des nouvelles interactions, il y a la possibilité d'avoir de la surbrillance ou ce genre de choses. Et l'effet qui est appliqué sur ces boutons est natif du coup. Donc autant utiliser directement les boutons qui nous sont proposés pour notre design. Très rapidement, la partie parallaxe, donc sur Xebia TV, comme je le disais, c'est facile à faire, donc on l'a fait. Voilà ce que ça donne. Et alors, sur tvOS, on a la possibilité d'avoir des extensions d'applications qui vont vous permettre finalement d'avoir du contenu de votre application avant même d'être dedans. Donc, ça s'appelle une extension top shelf. L'illustration, je l'assume qu'à moitié. Hein, voilà. Pour vous donner un exemple plus concret, ici, donc on est en surbrillance sur l'icône TV Shows, et finalement c'est cette partie en rouge qui vous présente du contenu avant même que vous soyez dans l'application. Et c'est quelque chose d'intéressant puisque du coup ça va pousser l'utilisateur à finalement rentrer dedans si le contenu que vous proposez est intéressant. Alors, un point commun maintenant entre tous ces frameworks présentés, je vais vous donner rapidement la solution, enfin la réponse en tout cas, c'est qu'ils étaient tous absents de tvOS 9. Si vous avez fait attention, il y en a certains qui sont assez importants, entre autres le framework de photo,
Ce qui veut dire qu'à la sortie de la tvOS, vous ne pouviez pas utiliser le framework photo si vous aviez une application qui en avait besoin. Et c'est la différence majeure qu'on a entre tvOS et iOS. C'est un ensemble de frameworks non disponibles, finalement. J'ai d'ailleurs un petit graphique qui les répertorie. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, mais on voit bien que tvOS englobe qu'une partie de ceux d'iOS. Et ceux qui sont en gras, c'est ceux qui viennent seulement d'être ajoutés avec tvOS 10. Donc ça montre bien vraiment qu'on a quelques lacunes à ce niveau-là et que bon, ils vont en rajouter petit à petit. Mais si vous avez des applications qui utilisent HomeKit, qui utilisent Photo, comme je le disais, vous allez être obligé de taper sur du tvOS 10 directement. Une approche un peu différente, donc ça revient aussi à ce que disait Arnaud sur la partie Android TV, pas de caméra, pas de push notification, pas de multitâche, pas de navigateur web. Alors pourtant sur smartphone on a l'habitude, dès qu'on a du contenu, de rediriger vers des WebView, là c'est pas possible. Et concernant le stockage, là c'est encore plus compliqué. On est limité à une application qui peut peser maximum 200 mégas et le stockage local ne peut pas dépasser 500 kilooctets. Donc on est vraiment sur des choses très très restreintes. Du coup il a fallu trouver des solutions. La première, c'est l'utilisation d'iCloud pour tout ce qui va être données persistantes, évidemment, puisque là, on n'a plus de stockage comme on pouvait avoir l'habitude de faire. C'est quelque chose qui est simple à mettre en place, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec iOS. Néanmoins, c'est quelque chose qui, du coup, on n'a plus vraiment d'options, en tout cas sur tvOS, lorsqu'on veut avoir des données. Pour tout ce qui concerne les ressources graphiques, qui du coup sont très volumineuses vu la taille des écrans, on est obligé d'utiliser quelque chose emprunté finalement au jeu, qui va être les ressources à la demande et qui vont nous permettre de télécharger des paquets d'images quand on en a besoin. Dernier point, les XIB. Donc, un XIB, c'est juste le fichier qui va décrire finalement notre interface graphique. Si on avait besoin de réutiliser un des XIB présents sur iOS, c'est pas possible. On est obligé de le dupliquer car chaque XIB est associé à une target spécifique. Donc celle de TV évidemment est différente. Concernant Xebia TV, donc au tout début du lancement, on utilisait CocoaPods. Enfin, on a voulu et en fait, il n'y avait aucune librairie disponible au démarrage. Alors c'est réglé maintenant, mais en tout cas, ça a été un gros frein au tout début. Un des points aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'espacement entre les différents éléments. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'effets sur tvOS, alors c'est super bien, sauf que quand on essaye la première fois de mettre des marges entre nos différents éléments, très rapidement, on va avoir des chevauchements. Alors du coup, on met des marges beaucoup plus grandes, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément habitué. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en main. Et enfin, là c'est le plus gros problème qu'on ait pu avoir, c'est la gestion du focus. Pour donner un exemple concret, donc ici on est sur une application, un petit POC que j'ai été amené à réaliser. On se situe actuellement au milieu de l'écran sur le petit bouton qui représente Nadal. Et le but était juste, en allant vers la droite, d'arriver sur le bouton Live. Nativement, c'est quelque chose qui ne va pas marcher, c'est impossible. Tout simplement parce que les deux boutons ne sont pas dans l'alignement. Pour y arriver, on est obligé de créer un guide invisible qui, du coup, va définir une zone qui contient finalement des éléments qui peuvent réagir, avec la possibilité de définir celui par défaut. Donc ça a été vraiment un des gros problèmes, d'autant que c'est, comme je le disais, quelque chose qui n'est pas visible. Donc on ne peut pas l'ajouter dans notre fichier XIB, c'est quelque chose qu'on est obligé de mettre en code et qu'on ne verra pas. C'est quelque chose qui possède plusieurs directions, évidemment ça correspond à la télécommande, donc gauche-droite, haut, bas. Et le nom technique de ça, c'est UI Focus Guide. Et du coup, comme je le disais, c'est ce qui va vous permettre de rendre accessibles des zones de votre application. Sur Xebia TV, le problème a été le même. Donc actuellement, je suis situé sur la petite vignette en bas à gauche. Et je voulais simplement, en allant vers le haut, arriver sur le bouton Play. Donc j'ai pas eu le choix. Un guide qui reprend toute cette zone-là et qui définit que le bouton Play est mon élément par défaut pour finalement arriver au bon bouton quand je vais en haut. Un autre point important, on a la possibilité lors d'une mise en focus d'un élément d'avoir une petite animation. On le disait tout à l'heure, des grosses animations c'est plutôt à proscrire parce que l'écran est grand. En revanche, juste pour afficher un titre, c'est quelque chose qui pour moi est intéressant, qui ne coûte pas grand chose et qui est rapide, donc ce serait dommage de s'en priver puisque c'est pas très compliqué à mettre en place. Je reviens sur un point important, le tvML.js. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une sorte de page HTML, mais qui va décrire vos éléments, les éléments natifs finalement qui sont proposés par la plateforme. Donc vous allez retrouver des boutons, vous allez retrouver les alertes, vous allez retrouver à peu près tout, pour avoir finalement une interface qui va se monter très rapidement. L'autre point positif, c'est que vous pouvez mettre à jour votre application à la volée. Alors quand je dis à la volée, on va prendre ce petit graphique dans lequel finalement on voit qu'on a une application tvOS native, une application coquille, qui va aller chercher finalement son fichier tvML, son JS et ses données sur un serveur.
Donc du coup, si jamais vous mettez à jour l'application côté serveur, elle est forcément directement répercutée côté application tvOS, sans avoir besoin de redéployer et d'attendre la validation du store. Donc ça peut être pratique. On arrive enfin à la dernière question, la question de conclusion, de savoir si pour nous, ces plateformes sont durables. Alors vous vous doutez bien que si on a fait cette presse, c'est que oui. Et on le pense, et il y a plusieurs aspects pour nous qui le montrent. Le premier, c'est l'ensemble des noms présents sur les stores. On a quand même, c'est pas n'importe qui, on va dire, qui a investi et qui a passé du temps à proposer des choses pour finalement faire connaître ces plateformes et les développer. On a également des possibilités infinies. Tout à l'heure, on a passé en revue Molotov TV et Papa John's. Il y en a d'autres que vous pourrez regarder si vous voulez. Mais en réalité, il n'y a pas de limite. Il suffit juste d'imaginer l'application de demain et la faire. Du coup, de manière générale, on peut vraiment imaginer des contextes d'applications qui pourraient vraiment apporter un plus pour l'utilisateur, notamment donc l'affichage d'un live avec des informations supplémentaires, ou même carrément un multiplex. Bon, après, ça demande à avoir des droits sur les vidéos affichées, mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. On peut pousser à l'achat l'utilisateur, donc on l'a vu avec les pizzas, je pense que c'est assez clair. Mais même dans le cas d'Airbnb, le fait d'être vraiment immersif pousse l'utilisateur à franchir le cap. Pour les personnes qui travaillent éventuellement sur des salons et qui veulent proposer des expériences un peu différentes, faut pas hésiter à utiliser ces plateformes-là, déjà parce qu'il y a beaucoup de développeurs du coup qui sont disponibles sur ces plateformes. Et proposer une expérience qui va être un peu différente est totalement réalisable avec ça, donc ça peut être quelque chose d'envisageable. Et enfin, le dernier point auquel on ne pense pas forcément, c'est que c'est particulièrement adapté aux seniors. Les seniors ne sont pas forcément habitués des smartphones, n'en ont pas forcément. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, sur le design TV, on cherche à avoir des textes qui vont être très lisibles et mettre en avant finalement pas mal de contenu. Ils ont aussi souvent des télévisions, donc c'est quelque chose avec lequel ils sont au final beaucoup plus habitués et qui vont peut-être, qui est en tout cas une cible potentielle à l'inverse des applications smartphone. En résumé, c'est maintenant à votre tour, à notre tour, à tout le monde en fait, de créer les applications de demain qui vont répondre à un besoin et surtout ne pas se limiter. Merci pour votre attention, surtout en fin de journée. Et si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Une petite remarque pour commencer, le slide de 1976. En 1976, il n'y avait pas France 2, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'euro. Donc il y a un petit truc qui ne va pas sur celui-là, mais c'était juste une remarque. Apple a annoncé pendant sa dernière keynote une appli qui s'appelle TV, tout court, qui évidemment ne sera pas disponible en France tout de suite comme d'habitude, mais qui se veut un hub de différents contenus vidéo qu'on pourra trouver sur la plateforme. Est-ce que vous avez un avis sur la question et sur l'utilité d'une telle application ? Alors moi je sais que je ne l'ai pas suffisamment encore détaillé. J'ai vu qu'il y avait, en tout cas, il y avait une partie qui pourrait concurrencer Molotov TV, mais j'avais l'impression qu'ils n'allaient pas assez loin, enfin qu'ils n'allaient pas aussi loin en tout cas que Molotov TV. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Alors moi je le vois plus dans le sens où ils continuent à pousser la plateforme. En fait, moi c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir à quel point Apple investit là-dedans. Ils ne le laissent pas à l'abandon. En proposant une app et en l'annonçant aussi officiellement, finalement ils continuent à pousser ça. Maintenant, comme tu disais, faut que ça arrive en France, quoi. Est-ce que vos applications ont été acceptées immédiatement ou est-ce que vous avez eu des rejets ? Soit dans Android, je ne sais pas comment ça se passe sur la plateforme Android, mais en tout cas sur Apple, ils ont leur mot à dire. Alors, ils n'ont pour l'instant pas eu leur mot à dire puisqu'elle n'a pas encore été publiée. Donc de ce côté-là, ça règle le souci. Néanmoins, elles vont y être bientôt. Elles vont y être bientôt et a priori, on a respecté les standards qu'on avait l'habitude d'utiliser. Je ne pense pas qu'il y ait de spécificité qui pourrait nous la refuser, mais on ne sait jamais. Question bête, il y a une taille de police minimum à utiliser ou pas ? En fait, il y a les guidelines qui vont te dire ce qu'il faut utiliser, à quel moment. Je parlais des espacements, c'est dedans aussi. Tout ça, c'est des guides. Après, en fait, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, si tu veux avoir une typo qui est lisible, c'est ton droit. Ouais. Bonjour.
Moi, pour avoir travaillé sur une application Apple TV du temps de iOS, enfin pas de iOS, pardon, d'Apple TV 2, donc où il n'y avait pas encore de plateforme, on avait un gros débat entre la société pour laquelle je travaille, à savoir Canal+, et Apple, qui était justement sur l'identité commerciale de l'application, où Apple, en l'occurrence pour la plateforme Apple TV et Android, pour Android TV, force à utiliser des templates donc assez limités pour garantir une cohérence entre toutes les applications qui tournent sur la plateforme, et où nous, on a une volonté aussi de porter notre marque, de porter notre design et notre identité visuelle sur l'ensemble des plateformes. Donc en fait, on se retrouve un peu orthogonalement sur des choses qu'on ne peut pas contraindre. Donc on a eu pas mal de débats, notamment par exemple, je voulais retravailler notre logo en disant qu'il ne correspondait pas à leur standard. Donc comment on fait? Est-ce qu'on se force à avoir des applications minimalistes ou est-ce qu'on a quand même la capacité de pousser un peu plus loin? Et je pense par exemple sur Android TV, moi je suis un utilisateur, j'utilise Kodi, qui du coup sort complètement du cadre des applications classiques d'Android TV, qui fournit sa propre interface qui est valable sur toutes les plateformes. Est-ce qu'on a la capacité? Alors, je parle Android TV, je connais un peu. Sur tvOS, je ne sais pas si on peut pousser un peu plus loin ou est-ce qu'on est vraiment limité à ces 4 templates? Alors, côté tvOS, pour moi, il n'y a pas de limite. Si on prend l'exemple que j'ai montré rapidement d'Airbnb, ils ont quelque chose qui ressemble à rien. C'est les seuls à avoir une application comme ça et elle a été validée et elle est sur le store. Donc, ça, a priori, Apple a peut-être été sympa en tout cas, plus sympa qu'à l'époque et autorise, à mon avis aussi, que des applications sortent un peu du lot. Finalement, leur but à eux, c'est que la plateforme grossisse. À l'époque, finalement, sur tvOS, sur Apple TV 2, on était vraiment très limité. Le développement n'avait rien à voir avec ce qu'on peut faire maintenant. Là, ils ont leur store, etc. Donc, je pense qu'ils ont été un peu ils sont un peu plus indulgents sur ce qu'on peut proposer. Et il y a beaucoup d'applications finalement maintenant qui proposent des choses un peu différentes. Mais c'est celles qui étaient mentionnées à la fin, qui ont vraiment des designs à part. Et je t'invite à regarder à l'occasion, si tu veux, ces applications. Je vais juste rajouter pour la partie Android, j'ai montré des templates. Il n'y a rien qui force un développeur à les utiliser. Google les propose parce que c'est quelque chose qui facilite le développement. Il faut savoir que l'application que vous avez vue, c'est une bonne grosse demi-journée de travail pour faire ces 3 écrans. Donc on est sur quelque chose de très simple. Dès qu'on utilise ces templates, on peut faire quelque chose qui sort carrément du lot, comme les écrans que j'ai montré avec Flex. Netflix a fait quelque chose d'un peu différent. La seule chose demandée par Google, c'est d'avoir des écrans qui réagissent bien aux interactions avec une télécommande assez simple. Donc on n'a pas de limite au niveau design, on peut faire comme sur iOS, faire quasiment ce qu'on veut, du moment que ça correspond à des designs vraiment téléviseurs. On a des applications comme TFO, etc. qui sont quand même, qui sortent du lot, qui ne ressemblent pas à d'autres applications et qui ont été acceptées sur le Play Store sans problème. Ils sont un peu ouverts depuis le temps. Ils sont un peu ouverts, après ils ont du mal à s'aider quelque part, mais ils essayent en tout cas d'accepter un peu plus. J'ai 2 petites questions. Premièrement, est-ce qu'on peut publier des applications payantes sur les stores? Et deuxième question, est-ce que la question des films pour adultes a été tranchée sur les stores? Est-ce qu'on peut en publier des applications pour films pour adultes ou pas? Ce qui est comme une utilisation peut-être. Donc on va commencer par la première. Oui, ça peut être payant, sans problème, en tout cas côté Apple. Hein, tout peut être payant. Et sur le... Côté film pour adultes, il me semble que de ce côté-là, on peut pas. Désolé. Mais ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de publier normalement sur le store. Si jamais on... Les politiques sont les mêmes aujourd'hui entre les stores télé Oui, en fait, actuellement, il n'y a rien qui vraiment verrouille l'accès, par exemple, aux enfants. Donc, ce serait un petit peu compliqué d'avoir ça à disposition. Android, on peut. Bon. Okay. Alors, il n'y a pas beaucoup d'applications qui proposent du plus de 18 ans. Il y en a quelques-unes, ça existe et Google, a priori, n'a pas l'air de vouloir les refuser. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Et tout ce qui est achat, c'est pareil, c'est la même chose que smartphone. La seule chose que Google demande, c'est d'utiliser le Google Play Services pour tout ce qui est achat, abonnement, etc. On ne peut pas, par exemple, de faire de paiement via PayPal, etc. directement intégré. Il faut utiliser forcément le paiement in-app proposé par la plateforme. D'autres questions ? Merci. Ok, c'est fini. Merci.